Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'alignement sales market. Bon, c'est gros, on en a déjà parlé, gros sujet dans toutes les entreprises. C'est vrai qu'on a l'habitude un petit peu de le prendre par le prisme du marketing, des faux professionnels, on va dire. L'idée du rendez-vous d'aujourd'hui et pourquoi j'ai aussi invité Johan Bourdon du coup pour parler de ce sujet-là. Ce qui est intéressant dans son retour d'expérience, c'est qu'il a été à la fois Head of Sales et Head of Marketing. Et donc, on va parler de la problématique Sales Market en essayant de tenir un petit peu plus compte du point de vue des sales que ce qu'on est capable de faire d'habitude. Bonjour Johan, merci du coup de te prêter à l'exercice. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, en introduction? Salut Axel. Alors, merci beaucoup déjà pour l'opportunité d'échanger aujourd'hui, en plus sur un sujet qui m'intéresse beaucoup et dans lequel je baigne depuis longtemps. J'ai une douzaine d'années d'expérience en marketing et en vente, pour le coup. Ces dernières années, j'étais Head of Marketing dans une scale-up européenne du solaire qui s'appelle Otovo, qui est présente dans 13 pays. Je m'occupais de la France, de la Belgique et des Pays-Bas. Avant ça, dans ma carrière, j'ai eu la chance de bosser dans un peu toutes les tailles d'entreprise. Je suis passé par le grand groupe, la petite start-up et différentes scale-up françaises et européennes. La petite spécificité de mon parcours, c'est que j'ai eu la chance aussi d'avoir la casquette de commercial moi-même pendant plusieurs années et également une casquette de Head of Revenue et donc aussi Head of Sales avec le management d'une équipe sales d'une quarantaine de personnes qui faisaient du B2C et du B2B. Pour le coup, donc cette collaboration marketing-sales, j'ai la chance de baigner dedans depuis que j'ai commencé à travailler en entreprise. En fait, même pour une petite anecdote, mon tout premier job était bien dans une équipe market. J'étais entouré de marketeurs et cette équipe, on l'appelait Sales Support ou développement des ventes. Donc ça veut déjà tout dire. J'étais picousé aux sales dès mes premières présentations et dès mes premiers projets marketing et je passais, je pense, au final, au moins autant de temps avec les commerciaux à échanger qu'avec mes collègues marketeurs et ça a complètement influencé ma manière de faire du marketing, peut-être même des fois inconsciemment. Donc, je vais essayer de partager ces petits trucs-là aujourd'hui et notamment ce que j'ai pu apprendre aussi pendant ces années de Head of Sales. Le côté obscur de la force. Non, je Voilà. dis ça, je dis ça en rigolant. Bon, à chaque fois que je parle de ça, Attends, on va voir, on va croire que le Head of Sales, c'est Dark Vador, là, ça va c'est pas. ça, c'est ça. À chaque fois que je prends la parole en plus là-dessus, je fais toujours des vannes un peu dans ce sens-là. On va croire que je hais les sales. Pas du tout, hein. C'est les petites blagues un petit peu sur la guéguerre market sales, quoi. Donc, je le disais, c'est gros point de frottement dans les entreprises. On en parlait, on en parle régulièrement. En tout cas, bon, pas partout, hein. Il y a des boîtes chez qui ça se passe très bien, mais c'est vrai qu'il y a des fois des des petits frottements entre les deux équipes, on va en parler parce que des fois, parfois on a du mal à se comprendre, parfois les objectifs sont pas alignés, enfin il y a plein de relations, plein de raisons qui peuvent expliquer tout ça. Tu l'as dit, donc moi ce qui m'intéressait dans ton intervention aussi, dans cet échange-là, c'est ce point de vue un peu sales que tu as pu avoir par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et puis au final, notre métier au market, c'est aussi d'aller comprendre un petit peu les gens avec qui on échange, ça doit aussi fonctionner en interne, on va dire. Donc si on peut commencer en introduction, peut-être sur parler des commerciaux, justement, pour mieux comprendre leurs enjeux. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu des contraintes de ce qui les motive en général? Voilà, bon bref, c'est un petit peu ce point de vue finalement sur la fonction commerciale, quoi. Même si on en a déjà tous un petit peu un aperçu en entreprise, quoi, forcément. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, juste avant de rentrer dans les drivers de l'équipe commerciale, il y a un truc auquel je pensais ce matin et que je pense qu'il est important à rappeler, c'est pourquoi on parle d'alignement sales marketing. Euh, on peut en parler un peu en réaction de problèmes qu'on a dans une boîte, mais si c'est le cas, c'est déjà peut-être finalement un petit peu trop tard. Euh, Moi, la raison pour laquelle c'est un sujet qui est important pour moi et qui fait partie intégrante de mon job à chaque fois, c'est que l'alignement sales market, pour moi, je le vois comme un élément de création de valeur. En fait, j'ai beau passer ma journée dans des lookers, au final, le truc qu'on oublie parfois, c'est que c'est pas parce qu'un truc est difficilement mesurable ou pas mesurable que ça n'a pas un impact énorme sur le business. Et en l'occurrence, un bon alignement sales market, ça a un impact sur tout le cycle de vente et ça a un impact énorme positif sur la rentabilité, sur tes ventes en valeur, si tu cherches à faire de l'augmentation des prix, sur tes ventes en volume, bien sûr. Donc, il y a vraiment un gain de valeur à avoir à énormément d'endroits différents et du cycle de vente quand on a un bon alignement. Maintenant, pour revenir sur ta question sur les différents drivers, alors bien sûr, il peut en avoir beaucoup. Si j'essaie de les résumer, alors le premier qui me vient en tête, c'est le goût de la compétition, du challenge. Clairement, on est
dans le job de la boîte sur lesquels on a souvent le plus de challenges et des challenges qui sont à court terme. Le fait d'avoir un objectif quantifiable, souvent pour les sales, est clairement un élément de motivation. Derrière ce concept de challenge, le fait de manière générale d'être responsable de son propre succès est quelque chose qui drive souvent ces profils-là, et le fait d'avoir un challenge quotidien. Alors, côté market, on est aussi challengé régulièrement, surtout sur la partie lead gen, mais on a quand même pas mal de canaux ou de projets sur lesquels on bosse qui sont plutôt sur des ROI moyens ou long terme. C'est vraiment ce job de sales que tu vas avoir, sur lequel tu vas être challengé au quotidien avec ton boss, mais aussi souvent le CEO qui se balade dans les bureaux et qui va venir demander tous les 2 jours où ça en est des ventes. Et qui va te challenger à la machine à café en te disant hey, toi, t'es à combien de ventes ce mois-ci tiens, dis donc, c'est moins bien que la semaine dernière, quoi. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Heat, H-E-E-E-T, donc avec 3 E. Il faut avouer au marketing et l'attribution, c'est un sujet qui est à la fois prise de tête, parce que tout n'est pas facilement traquable et on a parfois du mal à attribuer d'où viennent les leads, mais essentiel parce que il faut être capable de justifier de l'efficacité des actions et des campagnes marketing. C'est justement là du coup intervient Heat, qui est en fait une solution de marketing intelligence made in France qui va te permettre de mesurer l'impact réel du marketing sur le revenu. Pour ça, en fait, elle est disponible nativement dans ton écosystème Salesforce, HubSpot, et elle va s'intégrer à toutes tes plateformes de pub pour te permettre justement d'optimiser le pilotage de tes campagnes d'acquisition de leads et savoir vraiment d'où viennent les leads justement et d'où vient ton revenu. Bref, si tu cherches à améliorer le pilotage de tes campagnes marketing, c'est la solution qu'il te faut, et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site heat.io, donc H-E-E-E-T.io. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Donc ça, c'est un point qui est important. Le deuxième point qui est important et qu'on a tendance parfois à oublier, c'est la reconnaissance. Clairement, quand tu es sales et quand tu es bon sales, tu es visible de toute la boîte. Tout le monde est au courant que tu es là. Quand tu fais partie du top performer, tu es en haut des tableaux. Souvent, on parle de toi quand on fait un point, toute la boîte, sur les chiffres. Du moins, ça fait partie du truc aussi quand tu es head of sales, de mettre en avant tes sales qui ont super bien performé. Donc, quand on cherche à avoir de la visibilité, de la reconnaissance en entreprise, pour le coup, il y a des jobs qui sont un peu derrière la caméra et qui sont cachés. Et il y en a où on est en front line de ce qui se passe et où on est visible. C'est clairement le métier du sales. Un autre driver qui est important pour moi, c'est l'autonomie. Là aussi, quand je vois le profil des sales que j'ai pu avoir dans mon équipe, j'avais souvent des gens qui appréciaient beaucoup ce concept d'autonomie et ce principe de pouvoir organiser la journée comme ils voulaient, être autonome sur la gestion de leur journée, de leur temps, de leurs prospects. Le fait d'avoir cette liberté, généralement, est valorisante. Je le mettrais quand même entre guillemets, ce driver. Du moins, il y a un point de warning pour une partie des head of sales ces dernières années, c'est qu'à force d'automatiser les tâches des commerciaux, à force de mettre les trucs dans des outils, à force d'automatiser la relance, parfois même les appels, ce taf de commercial dans pas mal de boîtes qui fonctionnent surtout sur des leads entrants et du traitement de leads entrants se retrouve être un peu un truc où toute ta journée est automatisée, où du coup ce côté un peu liberté commence à disparaître du job, ce qui fait qu'on attire aussi des profils différents et on attire des profils qui sont parfois à l'opposé même des profils de sales qu'on avait ces dernières années, avec des gens qui viennent pour au contraire être mis sur des rails et juste à suivre un process et un chemin qu'on a finalement un peu designé pour eux. Donc, en fonction du cycle de vente que vous avez, finalement, il y a plusieurs profils de sales que vous pouvez avoir. Et moi, j'ai même eu des profils de sales radicalement différents là-dessus, ce qui n'est pas forcément facile à manager. Et le dernier driver dont je voulais parler, et je l'ai volontairement mis à la fin, c'est le driver de la rémunération. On est sur un job sales où quand tu performes bien, tu peux gagner à année d'expérience équivalente 30 à 50% de plus que sur un job sur lequel tu as moins de pression, très clairement. Donc, ce concept d'être maître de son propre destin et maître de sa rémunération attire là aussi énormément de gens. Tu as beau être le meilleur en brand content ou le meilleur copywriter du monde, si tu fais un bon boulot ou un super boulot ou que tu surperformes, tu vas rarement toucher 30 ou 50% de plus que ce qui était prévu de base.
sales, si tu surperformes, tu as vraiment moyen de bien gérer. Alors ça, c'est les drivers. En face de ces drivers, il y a quand même un certain nombre de contraintes. Si j'essaie de les résumer, la première contrainte, je dirais, c'est la pression. Ça, il y a pas photo. C'est lié au fait aussi d'être visible C'est dans la l'exposition, boîte. ouais. C'est l'exposition. Derrière, il y a une pression qui est certaine et qui va vraiment dépendre aussi de ton management, du type de boîte dans laquelle tu es, de l'écosystème, de est-ce que les chiffres sont bons en ce moment, est-ce qu'on est sur des bonnes tendances ou pas, est-ce qu'il y a une pression des actionnaires ou pas. Il y a une autre contrainte qui est énorme et qui est très difficile à appréhender quand on ne l'a pas vécu par le passé, c'est le poids psychologique de la gestion de l'échec. Quand on a un taux de transformation à 30%, ça veut dire qu'on a 70% d'échecs. Il y a, à ma connaissance, pas de job dans le monde de l'entreprise où il y a autant de gestion de l'échec à avoir. Ça demande une résilience et un optimisme qui est énorme. Ça veut dire que 70% des gens avec qui tu parles vont te dire non, et en te disant non à ta propale, à l'opportunité que tu as envoyée, bah, finalement, ils te disent non en partie à toi. Donc, clairement, ça fait mal. Et aussi une grosse partie des gens qui vont te ghoster et jamais te répondre alors que tu as passé des heures à discuter avec eux ces dernières semaines ou ces derniers mois. Donc ça, c'est dur. C'est compliqué à appréhender quand on l'a jamais vécu et c'est un truc qui, sur le long terme, est super dur sur les épaules de sales. Un autre truc important aussi, c'est l'intensité du taf. Sur les métiers du sales, alors ça dépend là aussi beaucoup de l'organisation, mais tu peux avoir des SDR qui ont 50 à 100 appels à passer dans la journée. En termes d'intensité et de fatigue, à la fin de la journée, c'est phénoménal. Et derrière, tu peux avoir aussi des BDR qui ont 10, 12, 15 rendez-vous à enchaîner en Google Meet toute la journée. Ça veut dire que c'est un job qui est entre le marathon et le sprint, constamment. En fait, tu peux pas être down. Tu n'as quasiment jamais le droit d'être vraiment down ou un peu plus mou quand tu es sales. Et quand tu l'es, un petit peu plus down, et que tu ralentis, tu vas avoir un impact direct sur tes résultats et donc direct un impact sur ta rémunération. Et j'en viens du coup à la contrainte dont je voulais parler, c'est la notion de variable dans la rémunération. Souvent, moi je l'ai énormément entendu quand le management d'une équipe sales, c'est cette jalousie en interne des rémunérations que peuvent avoir certains sales. Qui, d'ailleurs, sur les bons performeurs, peuvent avoir des rémunérations supérieures à leur boss ou supérieures à certains membres du codir. Ça arrive. Un truc qu'il faut avoir, c'est que quand on regarde la rémunération d'un sales à l'année, si jamais il nous la partage un jour de fête un peu bourré, en fait, il ne faut pas regarder la rémunération annuelle, il faut regarder l'écart de rémunération d'un mois à l'autre. Et parfois, on peut se dire, tiens, c'est incroyable, c'est fou, il a fait 100K cette année, c'est dingue. Mais regarde, en fait, dans ces 100K, c'était quoi la différence de variable entre les mois qui étaient les plus compliqués et les mois qui étaient les plus durs. Même un bon sales, quand le business ne va pas super bien, peut se faire plusieurs mois d'affilée de mauvais. Et comme on a pas mal de rémunérations fixes qui sont calées plutôt super bas dans pas mal de boîtes, on peut se retrouver dans des cas quand on fait un mauvais chiffre, quand on est sales, à ne pas pouvoir payer la facture du mois et pas savoir quand le bon variable va tomber et si ça ne va pas être le trimestre d'après, quand les leads seront venus. Donc ça, c'est un truc qui est important. Et juste pour terminer très rapidement sur une dernière contrainte sur laquelle on a un impact en plus, nous, au marketing, c'est le poids de l'administratif. On ne se rend pas compte, mais le poids de l'admin, le CRM à remplir, tous ces trucs-là, les sales, tout le monde leur demande de remplir des trucs. Nous, on a des demandes côté marketing, c'est évident, mais la finance a des demandes aussi, les customer success managers également, leur boss également. À la fin du mois, on peut se retrouver avec, quand on additionne tout ce temps d'admin, plusieurs jours du mois finalement qui sont gâchés à faire de l'admin. Et on peut se retrouver avec parfois de la mauvaise foi côté sales, se dire j'ai trop d'admin, j'ai pas envie de le faire, etc. Mais il faut avoir en tête que des sales qui passent trop de temps sur l'admin, c'est toute la boîte qui en pâtit et tout le monde qui perd à la fin. Donc c'est une réflexion à avoir aussi de notre côté en market, de voir comment on peut optimiser les choses pour que ce soit pas trop lourd. Ouais, c'est un équilibre au final, peut-être dans la mesure à trouver la bonne jauge entre, parce que je dis, du temps gâché à faire de l'admin et en même temps remplir les informations à destination du market ou des customer success, ça fait aussi partie du job parce que, et au final, c'est peut-être ça qui est, enfin,
difficile à comprendre. Toi, tu es dans le point de vue du sales, mais du coup, quand tu es de l'autre côté, la limite entre effectivement ce côté challenge, compétition, qui va impacter la rémunération, d'aller signer des nouveaux deals, d'aller chercher tout ça, et le côté au market, effectivement, ton job, il ne s'arrête pas parce que tu as signé le deal, et à la fin, le client, si on veut qu'il reste, et puis que l'argent, il rentre vraiment, il faut aussi que la mission, derrière, il faut que la mission, elle soit remplie, et puis que tout le reste du cycle se passe bien aussi, quoi, au final. Donc, c'est tout cet équilibre-là, on voit bien dans la façon dont tu le présentes, en tout cas, côté sales, où les drivers, effectivement, ils vont venir un petit peu en opposition avec certains trucs que nous, on va attendre. Et puis, il y a ce côté aussi, tu l'as dit, par rapport à la REM à la fois, et puis par le côté mise en valeur. C'est vrai qu'on parle régulièrement de valoriser aussi un petit peu le marketing en interne dans ce qu'on est capable de faire. C'est la personne, c'est un peu c'est un peu le buteur dans l'équipe de foot quand tu as les milieux de terrain et les défenseurs qui ont fait le travail, qui à la fin, c'est eux qui ont la grosse REM et puis qui ont la gloire parce qu'ils ont marqué les buts et puis les ballons d'or, quoi. Mais bon, les milieux de terrain, ils bossent aussi, quoi. Mais d'un autre côté, c'est aussi, peut-être nous, dans notre perception du métier du marketing, tu vois, c'est ce que je dis, c'est en fait notre job, c'est un peu de nous faire briller les autres dans la boîte, quoi. Tu vas valoriser le produit, tu vas faire la passe D aux commerciaux. Toi, tu ressors un petit peu moins au quotidien, mais en même temps, les vrais savent, quoi. Il y a un côté risque-reward qu'on ressent moins en marketing. Alors, le côté risque, on l'a, nous, head off, mais dans nos équipes market, on a normalement beaucoup moins de turnover subi que dans les équipes sales aussi. Il n'y a pas photo. Quand Ouais, les chiffres clairement. sont pas bons, les moins bons performeurs ne restent pas longtemps en général. Et pas toujours par choix. Ouais. Ok. Et du coup, pour faire suite un petit peu à ça, donc on le voit parce qu'on le vit et puis on le voit un petit peu dans les drivers que tu indiquais aussi. Au final, qu'est-ce qui va irriter le plus les sales dans la façon dont le marketing travaille? Et puis du coup, un petit peu l'autre côté de la médaille, c'est quoi qui va les aider, qui va les intéresser le plus dans ce que nous on a à faire, quoi. Ouais. Alors, j'ai réfléchi un petit peu aux points de friction que j'ai pu voir les plus fréquemment et ce qui avait pu me mettre le plus en difficulté, moi aussi, quand j'avais la casquette de Head of Sales. Le premier sujet, évidemment, c'est celui des leads. Je pense que, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de marketeurs qui se sont jamais retrouvés avec le directeur commercial qui est venu dire qu'il n'était pas content parce qu'il n'y avait pas assez de leads qui rentraient. Donc, ce sujet des leads, il est important et il est primordial. Voilà. Souvent, c'est ce truc de « j'ai pas assez de leads entrants ». Voilà. Et je reviendrai dessus après, mais ça fait écho à l'importance de co-construire la stratégie market et notamment la stratégie de lead gen avec son head of sales quand on est head of marketing. Quand on vient nous demander, nous dire qu'il n'y a pas assez de leads entrants, je pense que c'est important de vraiment comprendre ce qu'on entend par pas assez. Ce qu'il faut se dire d'un point de vue de head of sales, c'est que c'est OK d'entendre que parce qu'on n'a pas assez de budget ou parce qu'on n'a pas assez de monde dans l'équipe market ou parce que le marché va pas assez bien, c'est OK d'entendre qu'on n'a que la possibilité d'avoir que 70% des leads qui sont nécessaires pour qu'on atteigne nos objectifs. À partir du moment où on le sait en avant et où ça a été bien communiqué et où il y a une collaboration qui se met en place. Parce qu'un head of sales qui est au courant que le marketing pourra lui fournir qu'au mieux 70% des leads dont il a besoin, il va pouvoir mettre en place son plan d'action pour savoir si lui, il va aller pousser de l'outbound et demander à son équipe de faire de la chasse pour générer les 30% qui restent. Ou alors, il va savoir s'il va plutôt travailler sur les choses à mettre en place pour améliorer le taux de conversion, les taux de conversion de son équipe pour qu'il puisse faire le même résultat qui était attendu avec seulement 70% de ses leads. Dans la pratique, d'ailleurs, ça va être un juste milieu entre les deux. Donc, c'est important côté sales d'être au courant en amont des difficultés que le marketing va pouvoir avoir et de ce qui va se passer. Il y a la théorie, ce qu'on a prévu sur le plan marketing, et ce qui va concrètement se passer au premier quarter, au deuxième quarter, dans les nombres de leads qui vont arriver, et qu'il y ait une communication régulière pour que les sales peuvent s'adapter aussi en fonction. Ensuite, côté lead, il y a aussi souvent cette notion de mauvaise qualité qui arrive. Ça, c'est aussi un truc qui est compliqué côté sales. C'est quand tu avais prévu qu'il y ait 200 leads qui tombent ce mois-ci, les 200 leads sont tombés, mais en fait, la qualité est toute pourrie. Alors derrière, pareil, il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est quoi cette qualité qui est toute pourrie? Est-ce que c'est des gens qui sont injoignables? Est-ce que en fait, c'est des leads qui sont joignables, mais en fait, le profil des leads qui tombent ne correspond pas à ce dont on a besoin côté sales? Donc, par
par exemple, c'est pas les bons interlocuteurs. Ils répondent, mais c'est pas les bons interlocuteurs dans la boîte. Ils n'en sont pas assez loin dans leur process de décision, ou même ça peut être des leads qui sont générés mais pas au bon endroit. Moi, je l'ai eu ça même sur des forces de vente qui sont localisées avec des gens qui s'occupent chacun de plusieurs départements. Si on ne fait pas de la gêne lead un peu localisée, on se retrouve avec des commerciaux qui ont assez de leads et d'autres qui en ont pas. Ou quand on est organisé par différents produits ou typologies d'entreprise, pareil, on peut avoir en théorie le bon nombre de leads, mais dans la pratique, pas le bon nombre pas le bon dispatch entre du small mid-market et des grands comptes, par exemple. Et tu as aussi, bien sûr, toujours sur cette notion de lead, l'importance de la fréquence. Quand est-ce que ces leads tombent? Si on considère qu'on a un taux de joignabilité qui est bon quand on rappelle dans les premières heures ou les 24 heures qui suivent la génération du lead, tous les leads qui sont générés à partir de 18h le vendredi soir jusqu'à dimanche soir sont beaucoup plus compliqués à traiter, côté sales également. Il y a des canaux qu'on ne peut pas maîtriser à la journée près, et il y a des canaux qu'on peut maîtriser et qu'il faut adapter. On peut, et d'ailleurs on doit, à mon sens, côté market, se débrouiller pour, par exemple, ne pas lancer une campagne quand c'est possible, un jeudi soir ou un vendredi dans la journée pour générer des leads que de toute façon, l'équipe sales ne pourra pas rappeler dans les 24 heures. Parce qu'il y a le week-end qui est entre deux. Donc il y a ce truc ces frictions au niveau des leads qui sont importantes. Ensuite, il y a les frictions au niveau de la stratégie marketing. Quand on a trop de freins côté client et qu'on a beaucoup de retours vous n'êtes pas assez différenciant, les produits ne sont pas adaptés, vous êtes moins visible que la concurrence. Ça, c'est un truc qui revient fréquemment. Un frein qu'on peut avoir aussi, c'est les équipes market qui sont un peu déconnectées du business ou qui ne sont pas assez réactives. Ça, c'est un truc qui est important aussi. Et on a souvent le piège côté head of market, c'est avoir des sales qui viennent nous voir constamment pour nous demander des trucs, alors que notre journée, notre semaine, elle est déjà bookée. Faut arriver à trouver ce juste milieu aussi entre travailler sur des projets long terme et avoir une partie de l'équipe qui est disponible pour pouvoir avoir de la réactivité sur des demandes de sales qui sont urgentes. Parce que parfois, on vient nous voir avec des trucs urgents qui ne le sont pas, qui sont importants mais qui ne sont pas urgents. Et parfois, il y a des vraies notions d'urgence. C'est important d'être organisé côté market de manière à pouvoir vraiment absorber ces notions d'urgence qu'on peut avoir côté sales. Okay. Voilà, donc ça, c'est les principaux points de friction auxquels j'ai pu penser. Alors après, tu as aussi le CRM. Qui est un point de friction, on parlait avec l'admin et les données à remplir. Mais qui est lié également sur notamment le nombre de propriétés qu'on demande de remplir. Quoi. Okay. Qui peut des fois être vraiment faramineux. Quoi. Ouais, c'est ça, mais après, on revient sur la question de mesure qu'on a abordée un petit peu tout à l'heure. Et puis, au final, il y a pas mal tu l'as dit, de co-construction à avoir, notamment sur je pense au CRM, mais tu parlais de lead gen, il y a plein de sujets. Mais du coup, c'est peut-être un petit peu, justement, le sujet d'après. Du coup, c'est quoi une relation sales market qui fonctionne? C'est quoi les trucs à mettre en place en termes d'alignement, de base, les outils, les routines, tu vois, qui toi, du coup, t'ont aidé dans la gestion de ces relations-là? Ouais. Alors, mon approche à moi, et peut-être que ce ne sera pas partagé par tout le monde, mais ce que j'ai l'impression d'avoir compris après ces quelques années à devoir faire avec ce challenge, c'est déjà que ce challenge de collaboration sales marketing, pour moi, c'est surtout un challenge de management plus qu'un challenge marketing. Et en vrai, on pourrait potentiellement enregistrer un deuxième podcast sur la collaboration marketing-produit ou sur la collaboration ops-sales, et on parlerait finalement un peu des mêmes sujets et un peu des mêmes contraintes. En fin de compte, c'est un challenge humain. Et justement, c'est parce que je le vois comme un challenge humain que pour moi, le socle de base à mettre en place pour que ça fonctionne n'est pas spécialement spécifique au marketing. Le premier truc qui est vraiment indispensable et que je n'ai pas vu dans toutes les boîtes, même que souvent je ne vois pas quand j'arrive dans une nouvelle boîte qu'il faut mettre en place assez vite, c'est bien se comprendre. Pour bien se comprendre, il faut déjà avoir des objectifs qui sont partagés. Objectifs partagés et avoir le même vocabulaire et avoir le même reporting. Voilà. Ça, normalement, c'est le job du CEO ou du CRO, ça dépend un peu, ou du VP, ça dépend beaucoup de la taille de votre boîte, ça dépend de cette personne qui est un peu au-dessus. Mais
Si les objectifs de l'équipe market sont des objectifs de coût par lead, de coût par clic et de nombre de leads uniquement, et que les objectifs côté sales sont des objectifs de revenus, de pourcentage de croissance et de prix de vente, déjà de base, il y a un problème. Voilà. Donc, il faut que ces objectifs ils soient partagés. Il faut qu'on parle le même vocabulaire dans le sens qu'on parle des mêmes KPI. Si les sales parlent un vocabulaire qui est très opérationnel, très technique, lié aux termes qu'ils utilisent au quotidien, et que le marketing utilise des termes qui sont uniquement marketing, qui sont compris que par eux, pareil, ça ne fonctionne pas. Les rapports aussi partagés, parce que si on a les mêmes objectifs et qu'on regarde les chiffres pas au même endroit, ça ne marche pas. Ça peut paraître évident, mais franchement, moi, sur des boîtes qui étaient pas non plus des petites startups de 10 personnes, mais qui étaient plutôt des boîtes de 100, 200 personnes déjà présentes dans plusieurs pays, je l'ai déjà vu ça. Où j'arrivais et je remplaçais un head of marketing qui avait tous ces tableaux de bord qui étaient sur HubSpot avec les données de HubSpot, et les sales et le CEO qui regardaient les données de vente sur Looker. Ce n'est pas les mêmes chiffres. Bizarrement, ce n'est pas les mêmes chiffres. Alors ça, c'est encore un autre problème. Arriver à faire en sorte que les outils parlent bien entre eux, mais si on ne regarde pas les mêmes tableaux et qu'on ne parle pas le même vocabulaire, ça peut pas fonctionner. Donc ça, c'est la première brique pour arriver à bien se comprendre et aller dans la même direction. La deuxième brique, c'est l'alignement entre le head of sales et le head of marketing, avant même de rentrer dans le détail des équipes. Est-ce que les stratégies sont co-construites? Est-ce que vous, côté market, vous avez eu la possibilité d'influencer et de donner vos inputs sur la construction de l'équipe commerciale? Est-ce que le head of sales a eu la possibilité de co-construire aussi avec vous la partie de stratégie marketing et notamment la partie de lead gen? Le fait d'avoir ces stratégies qui sont co-construites, de base, ça aligne un peu tout le monde sur la vision, et de fait, ça enlève énormément de points de friction qu'il peut avoir ensuite dans l'année et dans l'exécution de ce plan marketing ou de cette stratégie commerciale. Parfois, on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas là au bon moment, parce qu'on arrive après, parce qu'il y a une personne qui est partie et nous, on vient de prendre le job. À minima, il faut que ces stratégies elles aient été communiquées et qu'elles soient comprises par les deux. Sinon, ça ne peut pas fonctionner pour moi. Ensuite, il y a un alignement à avoir au quotidien, plus sur l'opérationnel. Je pense qu'une question à se poser quand on est head of market, c'est j'ai combien de quality time avec mon head of sales sur une semaine type? On peut vite être absorbé par énormément de sujets. Si, même en dehors du quality time, si le seul vrais échanges que vous avez avec votre head of sales, c'est au COMEX ou au COPIL, quand il y a tout le monde autour de la table, c'est compliqué pour communiquer, c'est compliqué pour se dire vraiment les choses, et c'est compliqué pour créer une relation qui fonctionne sur le long terme. Pour moi, quand j'ai la casquette Head of Marketing, le Head of Sales, il fait autant partie intégrante de mon équipe que n'importe quelle personne de mon équipe marketing. À partir du moment où je le vois comme ça, je vais forcément avoir un point hebdo avec cette personne. Et là, le but, au minimum un point hebdo d'ailleurs, s'il y a besoin, bien entendu, plus, on n'est pas dans de la réunionnite, parce que c'est une des personnes dans la boîte avec qui vous devriez avoir le plus, à mon sens, de collaboration. Donc, faire en sorte d'avoir du quality time, faire en sorte de pouvoir déjeuner avec cette personne plusieurs fois dans la semaine, même si ce n'est pas en one-to-one et si c'est avec l'équipe, c'est encore mieux s'il y a du monde. Avoir un one-to-one qui est ritualisé, qui est tout le temps au même moment, toutes les semaines, et qu'on est sûr de ne pas manquer, même quand il y a des urgences business qui arrivent. Et même si ça dure que 15 minutes. Mais c'est histoire de s'aligner sur qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton équipe en ce moment. Le boss, est-ce qu'il t'a demandé un truc récemment? Sur quoi tu galères? Comment tu vas? Ça paraît évident, mais pour avoir bossé sur plusieurs pays, j'ai déjà vu à plusieurs reprises en fait que ça n'arrivait pas, et on se retrouvait avec des head of sales et des marketing qui se parlaient 2 ou 3 fois par mois et qui passaient énormément de temps avec leurs équipes respectives, mais qui eux se voyaient 2 à 3 fois par mois uniquement en copil. Et je pense que ça ne peut pas fonctionner. Le fait de se voir régulièrement permet aussi de se faire des feedbacks respectifs sur l'état du marché. Le head of sales va avoir des feedbacks clients qu'on ne peut pas voir, nous, côté marketing, et qui vont nous être super utiles. Et nous, on va avoir des feedbacks à faire aussi sur les tendances de marché qui sont extrêmement importantes à comprendre côté head of sales. C'est tout bête, mais
Dans 2 mois, quand on va arriver sur la période du Black Friday et de Noël, on va avoir tous nos coûts marketing qui vont exploser, mais il y a d'autres moments dans l'année où ça peut être le cas. Quand les coûts marketing explosent et qu'on ne peut pas se permettre de générer le même nombre de leads pour un budget qui est équivalent, c'est le genre de choses qu'il faut communiquer aussi avec son head of sales. Quand on voit le nombre de recherches Google qui chute ou au contraire qui augmente sur le produit qu'on propose, ça aussi, c'est des données qu'on a au market et qui sont importantes à transmettre. Troisième point de ce socle de base, c'est l'alignement des équipes. Côté marketeur, il faut absolument qu'on sache ce qui se passe côté sales. Moi, je suis partisan, du moins je l'ai toujours poussé, de passer une journée terrain, au minimum une journée terrain avec les sales quand on onboard une personne dans son équipe market. C'est le meilleur moyen de savoir vraiment ce qui se passe, ce qu'il dit, comment cette équipe fonctionne et surtout savoir c'est quoi le quotidien d'un sales dans la boîte. Et s'il y a différentes typologies de sales, passer une demi-journée ou une journée avec les SDR, après avec les BDR, après avec du grand compte, pour se faire différentes idées des différents quotidiens de ces différents profils, je pense que c'est super important. Et j'invite en général les head of market à le faire. Côté sales, c'est aussi indispensable qu'ils soient au courant de comment est structurée l'équipe market et comment elle fonctionne. Pour moi, il y a quelque chose qui joue au niveau de la formation initiale des sales quand ils arrivent. Dans mon tout premier job, je m'occupais de la formation produit et formation marché des nouveaux entrants. Les pauvres, quand ils commençaient dans la boîte, ils arrivaient et ils passaient 3 jours complets avec moi. Je peux vous assurer que du coup, la relation que j'avais avec ces personnes qui avaient passé 3 jours avec moi, qui avaient commencé dans la boîte en voyant mon équipe et en bossant avec nous, elle n'avait rien à voir avec ceux que je pouvais voir moins souvent. Et c'est le fait de faire ça petit à petit qui crée aussi de la crédibilité, de la connaissance dans l'équipe et du lien entre les gens. Et je pense que aussi en dehors de ces moments qui sont ritualisés, qui sont organisés, où on sait le marketing il intervient à tel moment dans la formation, une personne qui arrive dans l'équipe marketing, elle va aller sur le terrain, ce genre de choses, c'est de s'assurer aussi qu'il y a des moments d'échange un petit peu plus conviviaux et informels qui sont prévus entre les deux équipes. C'est tout bête par exemple, mais des team building partagés. C'est trop dommage d'avoir du budget pour faire des escape games et que les équipes d'escape game soient composées que des marketeurs ou que des sales. Mélanger les équipes de temps en temps, c'est le meilleur moyen aussi de faire en sorte que ces gens puissent passer du temps ensemble, rigoler ensemble et créer des relations au-delà du travail, mais qui du coup vont impacter positivement, à mon sens, les relations de travail. Un autre truc qui peut jouer aussi, c'est la proximité des bureaux. Quand on me dit qu'il y a une mauvaise collaboration entre l'équipe sales et market, mais que l'équipe market est au rez-de-chaussée et que l'équipe sales est au 3e étage, je m'interroge un petit peu aussi sur le pourquoi. Alors des fois, on a un peu peur des sales qui passent du temps au téléphone et qui font du bruit. On est beaucoup dans des boîtes où on a 1-2 jours de télétravail, 3 jours de télétravail, ce qui veut dire qu'on peut se permettre d'avoir des bureaux qui sont flexibles. Si on a des bureaux qui sont flexibles, et que les équipes market ne s'assoient jamais à côté des équipes sales et vice-versa, on ne peut pas s'attendre derrière à une collaboration qui est effective. Donc, c'est aussi notre rôle de pousser pour que les gens puissent passer du temps ensemble, tout simplement. Ok, très cool. Oui, bon, de toute façon, au final, ça reste de l'humain. C'est ce que tu dis, quoi. Même les moments un petit peu informels de machine à café, de team building, de repas le midi, en profiter quand on peut, quoi. Ouais, mais ça paraît peut-être évident ce que je dis, et si c'est le cas, je suis désolé, mais c'est vraiment ce que j'ai observé. On a tendance aussi, nous, marketeurs, à vouloir intellectualiser le truc et tout, mais en fait, la solution, souvent, elle n'est pas dans des outils ou dans des stratégies compliquées à avoir, mais des fois, elle est vraiment juste humaine. C'est-à-dire que comment je crée une relation long terme et de confiance avec les gens, quoi. Clairement. Et j'allais dire, du coup, il y a ce sujet toujours aussi un petit peu de l'outil, tu vois, du CRM sur la collab. Enfin, moi, je le vois parce que je l'avais vécu. On avait implémenté un nouveau CRM et il avait fallu, du coup, on avait créé une espèce de task force justement avec une personne du market, une personne de l'admin, de la facture et puis des sales et tout pour construire le nouveau CRM, c'est quoi les champs qu'on allait importer, comment est-ce qu'on allait qualifier les différentes fiches et tout. Enfin, c'était bon, bref, je pars dans un délire. C'était devenu n'importe quoi. Mais c'est là qu'on avait vu les problèmes d'alignement parce qu'effectivement, il y avait des endroits où je reviens sur où l'admin où du coup nous au market effectivement on voulait les champs, on voulait ces champs qui soient normés et tout. Puis du coup ça on remplira jamais.
Oui, mais bon, après, au bout d'un moment, si tu veux que la facture elle parte, il y a un moment, il faut que le champ il se remplit aussi. C'est ce sujet d'alignement autour des outils. Enfin, ça fait aussi partie des bases un petit peu quand même de la bonne relation, quoi, non? Complètement. Complètement. Et souvent, le CRM est cet outil qui cristallise un bon ou un mauvais alignement. Mais il n'y a pas que celui-ci. Et en fait, tu as dit un truc clé aussi super important, c'est l'important de co-construire ensemble. Je parlais de la co-construction de la stratégie des head-off, mais même les équipes, en fait, du moins, j'ai vu que c'était bénéfique de faire en sorte que de base, et pas pour traiter les problèmes, mais qu'il y ait un certain nombre de sujets transverses sur lesquels il y ait déjà des binômes qui soient identifiés dans les différentes équipes et qui bossent finalement, même si ce n'est pas au quotidien, régulièrement ensemble pour faire avancer des sujets. Donc, c'est aussi le fait d'avoir, à chaque fois sur des sujets spécifiques, des personnes qui sont identifiées dans chacune des deux équipes pour collaborer avec l'autre. Ça peut être ce sales leader dans l'équipe qui a un peu plus d'expérience que les autres commerciaux, qui va bosser avec le market sur les sales enablement tools et qui va bosser sur le sales kit et qui va aider à revoir les argumentaires ou même à revoir certaines de nos landing pages parce qu'il est super fort en arguments ou alors il maîtrise mieux que personne la différence entre le concurrent A et nous. Ou ça peut être la personne qui est responsable du CRM dans l'équipe market et qui fait les emailing, le nurturing, l'automation, qui est identifié pour être le contact privilégié avec l'équipe sales et qui a des personnes avec qui bosser. Ouais. Ok, très cool. J'allais dire du coup, bon, pour conclure un petit peu cette première partie, puis parce qu'on a pas mal papoté, mais déjà, au final, qu'est-ce que tu voudrais retenir, le conseil que tu retiendrais de ce qu'on s'est dit? Le premier truc, c'est le plus important pour moi, c'est de vraiment considérer qu'on est la même équipe. Enfin, pour moi, c'est une seule et même équipe. Je suis peut-être aussi influencé par le fait d'avoir eu cette casquette de CRO, mais on est vraiment sur les deux faces d'une même pièce. On est une équipe business. Et dans cette équipe business, il y a des gens qui ont des jobs qui ont une intensité différente, une organisation différente, des sous-challenges qui sont différents, mais grosso modo, on travaille vraiment pour le même truc. On doit faire en sorte d'être visible, faire en sorte d'être aimé, initier des discussions avec les personnes à qui on a des choses à vendre et faire en sorte de maximiser nos échanges avec ces gens-là pour qu'ils signent et que ça rapporte de la valeur pour l'entreprise. Voilà, c'est vraiment les mêmes objectifs. Faut se dire que le vrai problème, c'est quand les gens ne se parlent pas ou qu'ils ne se comprennent pas. Si on fait en sorte que les gens se parlent régulièrement, qu'ils se comprennent et qu'ils aient envie de travailler ensemble, la collaboration, elle se fait de manière naturelle et on se retrouve avec des gens qui se mettent à travailler ensemble sans même qu'on les demandait. Et ça, c'est le Graal quand ça arrive et on sait qu'on a bien fait. C'est quand on se met à faire notre one-to-one avec notre personne qui s'occupe du content et qu'on se rend compte qu'en fait, elle a travaillé sur son plan édito avec 3 sales différents sans qu'on en ait discuté, sans qu'on en ait parlé, sans que le head of sales ait eu à intervenir pour qu'il y ait des commerciaux qui soient ravis d'aider, de donner un coup de main parce qu'ils considèrent que ça va être bénéfique aussi pour eux, que le contenu marketing résonne bien avec les vraies attentes des clients. Ok, très cool. Bon, bah écoute, on va considérer qu'on est une même équipe. Effectivement, on va conclure là-dessus cette première partie. Merci, du coup, Johan, pour ton retour d'expérience. C'était super intéressant.